Dans un hôpital californien, des patients meurent mystérieusement pendant la nuit. Leurs organes internes sont paralysés et ils suffoquent lentement. Les familles sont dévastées et cherchent des réponses. Le nombre de morts augmente et on commence à parler de meurtre. La police doit s'appuyer sur la science pour arrêter cet ange de la mort. Dans ce programme, certains noms de participants ont été changés, ainsi que le nom de l'hôpital. Dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital, les médecins luttent pour maintenir Tricia Johnson en vie. Son mari, Larry, est resté à son chevet. Elle était là depuis plusieurs jours. Les médecins pensaient que le pire était enfin derrière elle. Vers 3 heures du matin, il est allé chercher un café. Il a quitté le chevet de sa femme endormie, sans savoir que c'était la dernière fois qu'il la voyait vivante. Quelques instants après qu'il soit sorti de sa chambre, les moniteurs s'emballent. Le poste d'infirmière est alerté. Elle est en arrêt cardiaque. L'équipe de trauma se précipite dans la chambre. Son cœur s'est arrêté. À son retour, Larry voit les médecins autour de sa femme. Je vais appeler. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. 2h47. Elle est morte. Bob Baker, pneumologue, est habitué aux morts subites dans les services de soins intensifs. Dans notre travail, on doit s'habituer à l'urgence, aux morts et à la tristesse. Nous avons vu des patients que nous pensions stables et qui sont morts tout d'un coup. Le personnel de l'unité de soins intensifs s'occupait de patients qui se trouvaient entre la vie et la mort. Ils sont dans un état très fragile. Nous sommes là pour surveiller les systèmes d'assistance respiratoire et prendre soin d'eux. La plupart d'entre eux sont stables et très prévisibles. Et puis il y a l'autre groupe de patients qui sont très instables. Certains patients sont placés en unité de soins intensifs pour se rétablir après une opération de routine. C'était le cas de John Schwartz, après la pose d'une prothèse de la hanche. Il est récupéré rapidement, et sa petite fille, Marie-Nicole, était ravie. Il devait rentrer chez lui 4 jours plus tard. C'était le week-end de Noël. C'était un vendredi et ils avaient dit qu'ils pourraient rentrer le mardi. Schwartz était immobilisé pour ne pas se blesser à nouveau à la hanche. Lorsqu'un infirmier est allé voir Schwartz plus tard dans la nuit, il l'a trouvé sur le sol. Il semblait s'être libéré de ses entraves. Il a sonné l'alarme et tout le personnel de service s'est précipité à son secours. 1, 2, 3.
Voilà l'oxygène, docteur. Il allait bien et avait juste besoin d'une rééducation pour réapprendre à marcher avec une nouvelle hanche. C'est tout. Il n'avait pas d'autre problème. Les médecins, les infirmières et les spécialistes ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais cela n'a pas suffi. Réanimation. 1 mg d'épinéphrine, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Schwartz est décédé 15 minutes après avoir été trouvé. Marie-Nicole est sous le choc. 1h47. Je n'étais pas prête pour cela. Il n'a montré aucun signe qu'il allait décéder. Il était en bonne santé. Son cœur était fort. Il est extrêmement rare qu'une personne meure après une arthroplastie de la hanche de routine. La mort soudaine de Schwartz est très étrange. Une infirmière l'a examiné 1 heure auparavant. Personne n'a pu expliquer comment il s'est détaché. Le nombre croissant de décès étranges dérange aussi les pneumologues. Personne ne sait s'il y a un problème ou si les décès sont une simple coïncidence. Au cours des mois suivants, l'unité de soins intensifs a continué à accueillir des patients. Lorsque Sarah Ascari a été transportée d'urgence à l'hôpital, elle avait du mal à respirer. Mais elle se stabilise et n'est plus sous respirateur. Cette patiente souffrait d'une maladie pulmonaire très grave, mais son état s'améliorait au point qu'elle pouvait rentrer chez elle. Nous l'avons mise sous BiPAP. Elle n'en avait plus besoin. Elle allait mieux. Mais Sarah Ascari ne rentrera jamais chez elle. À 4h10, son rythme respiratoire s'est soudainement accéléré. 4 minutes plus tard, elle a cessé de respirer. Puis son cœur s'est arrêté. La patiente avait un ordre de ne pas réanimer, donc le personnel s'en est abstenu. Sarah Ascari est morte. D'accord, préparons-la. J'appelle l'interne pour la déclaration du décès. J'appelle le titulaire. Demandez à la famille de rester en salle d'attente pour que nous puissions les voir. J'ai été très surpris d'apprendre qu'elle était décédée subitement. Il s'agit d'un autre décès soudain et inexpliqué, d'un patient qui semblait en voie de guérison. Une surprise pour moi. Quelque chose dans la mort d'Ascari ne semble pas normal. Ces morts étranges inquiétaient Bob Baker. Ses soupçons se sont renforcés lorsqu'il a découvert une seringue usagée fichée dans une fiole, dans l'une des salles de stockage de l'hôpital. Eh bien, selon la procédure, je ne sais pas. Il a pensé que cela venait de l'un des labos. Mais ils leur ont dit qu'ils ne gardaient rien dans ce local. Ce n'était pas censé être là. Lorsque j'ai su que ça ne venait pas du labo, je me suis dit qu'une personne du service se droguait peut-être. C'est une violation de la procédure. Les stupéfiants étaient conservés sous clé. Cela commence à être sérieux. Je me suis dit, voilà une autre pièce du puzzle. Baker est allé parler aux autres pneumologues. Si l'un d'entre eux se droguait, il fallait qu'il en parle. On a trouvé une seringue usagée, avec de la morphine, dans la salle d'équipement. Ses collègues ont supposé qu'il s'agissait d'un oubli et l'ont ignoré. Mais Baker n'en est pas si sûr. Pendant toute cette période, Jean Coyle a fait de nombreux séjours à l'hôpital. Sa fille, Michelle Elmore, l'a accompagné, jour après jour.
Elle a commencé à avoir de plus en plus de problèmes respiratoires et à se rendre plus souvent à l'hôpital. Elle recevait des traitements respiratoires. Chaque fois qu'elle avait du mal à respirer, elle appelait le personnel. Ses mains quittaient rarement le bouton d'appel. Madame, vous pouvez lâcher le bouton. Je vais m'occuper de vous. Les infirmières sont en route. Elles viennent? Oui, elles arrivent. Ma mère s'inquiétait pour sa respiration, et elle se sentait plus en sécurité à l'hôpital quand elle ne pouvait plus respirer. À 2h05, la tension artérielle de Jean est tombée à 0. Puis elle a fait un arrêt respiratoire. Vite, ventilez-la. Elle ne respire plus. Défibrillateur. 4, 5, respirez. On dégage. Très bien. Défibrillateur. Et vous revenez à vous. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Continuez comme ça. Respirez profondément. Très bien. D'accord. Continuez comme ça. Jean récupère rapidement. En moins de 40 minutes, elle était stable et alerte. J'ai reçu un appel de l'hôpital tard dans la nuit. J'étais sous le choc car je venais juste de lui parler et elle allait bien. J'ai demandé ce qui s'était passé. Un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque? Quelle en est la cause? L'infirmière a dit qu'il ne savait pas. C'est arrivé soudain. Maman, comment vas-tu? La mère de Michel expliquera plus tard ce qui s'est passé. Maman m'a dit qu'elle s'était sentie bizarre ce soir-là et qu'elle n'arrivait pas à respirer. Elle a donc appelé une infirmière. Puis elle s'est réveillée après avoir été réanimée par Efren Saldivar. Qui était le pneumologue. Le lendemain matin, Saldivar a fait analyser un échantillon de sang au laboratoire. D'accord. Baker a mesuré la quantité d'oxygène dans son sang au moment de son arrêt. Son taux d'oxygène était normal. C'était tout à fait inhabituel pour quelqu'un qui avait subi une crise cardiaque et avait failli mourir. Des événements étranges continuent d'inquiéter Baker. Jean Coyle a eu son attaque pendant la garde de Saldivar. C'était un type plutôt malchanceux. Vous savez, c'était Efren qui portait malheur parce que les patients mouraient quand il était là. Le lendemain matin, alors qu'il s'apprête à partir, Baker reçoit des nouvelles surprenantes d'un autre pneumologue, Everett Weir. On se dirigeait vers la voiture et on parlait de golf. Il me dit, tu connais cette patiente? C'est la faute d'Efren. Il l'a tuée. Tu es au courant pour Efren et sa seringue magique? Sa seringue magique? Oui. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Il a dit à Baker que Saldivar était soupçonné d'avoir tué l'un de ses patients. Tuer un patient avec une seringue magique ne m'a pas semblé très réaliste. Non, attends une seconde. J'ai entendu toutes ces rumeurs sur toi à l'hôpital, mais je ne les ai pas écoutées. Ne la regarde pas, regarde-moi. Mon souci était de savoir exactement ce que faisait Efren. J'étais furieux qu'il se soit approché de ma patiente. Parce que je n'aimais pas sa thérapie et que je ne l'aimais pas. Baker lui ordonne de ne plus s'approcher de ses patients. Compris? Baker a décidé qu'il devait agir. Je l'ai entendu assez souvent. Et c'est juste après qu'on m'ait averti au sujet de mon patient en réanimation. Qu'Efren avait tué mon patient. C'est juste après cela que je me suis dit, tu sais quoi? C'est vraiment sérieux. Nous devons en parler à quelqu'un. En avril 1997,
Baker est allé voir son supérieur et lui a fait part des rumeurs. Il y a eu quelques rumeurs. En résumé, j'ai dit, les gens pensent qu'Efren tue ses patients. On m'a dit qu'il avait tué un patient en particulier en soins intensifs, et je peux vous donner son nom si vous voulez. Baker a porté une grave accusation. Mais l'idée que quelqu'un tue des patients dans l'hôpital semblait impossible à croire. Une série de décès inattendus dans un hôpital californien a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles l'un des pneumologues utilisait sa seringue magique. Les rumeurs tournaient tout autour d'un homme, Efren Saldivar. Pour faire taire ces rumeurs, les responsables de l'hôpital ont comptabilisé les décès lors des gardes de Saldivar au cours de l'année. Ils les ont comparés au nombre de décès à d'autres moments, mais n'ont rien trouvé de statistiquement inhabituel. Le pneumologue Bob Baker avait attiré l'attention de l'hôpital sur ces rumeurs. Ils ont essayé d'étudier les jours où Efren travaillait. Est-ce que les patients mouraient plus quand il était de garde ou pas? Ils n'ont pas vu de grosses différences par rapport au nombre de décès. Ils ont tout simplement laissé tomber, et se sont dit qu'il n'y avait rien à faire. L'hôpital n'a pu établir aucun lien entre l'un de ses employés et les décès. Dans l'unité, rien n'a changé. Myrtle Brower a été admise après avoir contracté une pneumonie. Sa petite nièce, Vicky Lowery, s'occupait d'elle. Lorsqu'elle est entrée à l'hôpital, nous pensions qu'elle y resterait 15 jours. Je pensais la ramener à la maison pour son anniversaire. Pendant son séjour aux soins intensifs, elle a brusquement cessé de respirer. Mais son cœur a continué de battre. Elle s'étouffait lentement. Les familles ont eu du mal à accepter ces décès mystérieux. Lorsque vous vous inquiétez pour votre proche, vous l'amenez à l'hôpital. Vous vous attendez à ce qu'on s'occupe d'eux. Vous rentrez chez vous en sachant qu'il est en sécurité et qu'il est pris en charge par des professionnels. Vous vous rassurez en vous disant que la vie est sacrée pour les personnes qui travaillent dans cette institution. Et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider votre parent et prendre soin de lui. Les responsables de l'hôpital étaient au courant qu'il se passait quelque chose d'étrange, mais ils ne disposaient pas de suffisamment d'informations pour agir. Allô? Allô? Tout a changé lorsqu'une administratrice a reçu un appel anonyme. Un homme a indiqué qu'une amie du personnel de l'hôpital l'avait prévenu qu'un pneumologue aidait les patients à mourir. L'homme a refusé de révéler l'identité de son ami, mais a dit à l'administratrice de surveiller Efren Saldivar. Jeff Broden. L'administratrice a demandé son nom à son interlocuteur, qui lui a répondu qu'il s'appelait Jeff Broden. Très bien, merci. Oui. Les responsables ont contacté la police. John McKillop, officier de police de Glendale. J'ai reçu un appel du bureau du chef. Venez me voir au bureau. Nous devons évaluer une situation. Normalement, on n'est pas invité dans le bureau du chef pour discuter d'une affaire. C'est étrange. Je savais qu'il se passait quelque chose d'important. Les administrateurs ont raconté ce que Jeff Broden leur avait dit. Les policiers ont conseillé aux responsables de retirer Saldivar du planning de l'hôpital pendant quelques jours, le temps de l'enquête. La police soupçonnait Broden d'avoir un autre motif. L'inspecteur Anthony Fuchsia a vérifié son casier. Lorsque quelqu'un prétend que des gens sont assassinés, en fait nous voulons savoir si les personnes qui font ces accusations sont de bonne moralité. Nous avons vérifié le casier de Jeff dans le système informatique et nous avons découvert qu'il avait un passé criminel assez lourd. Il a été arrêté pour tentative de meurtre. Il a été arrêté pour vol et possession de stupéfiants. Il connaît donc le système de justice pénale et a une mentalité de criminel. Il a peut-être inventé cette histoire pour extorquer de l'argent à l'hôpital. L'inspecteur Fuchsia et son partenaire Will Curry ont localisé leur informateur. J'aimerais vous parler de certaines déclarations que vous avez faites. Mais Broden revient sur son histoire. Il leur a dit qu'il s'agissait d'un grand malentendu. Il avait du mal à entendre.
Personne n'a tué de patient à l'hôpital. Je n'ai pas le temps pour ça, vous comprenez bien. Lorsqu'il nous a claqué la porte au nez, l'enquêteur Curie et moi-même nous sommes regardés et nous nous sommes dit, ce n'est pas ici qu'il faut commencer. Nous allons devoir trouver une autre personne à qui parler pour voir si nous pouvons travailler sous un angle différent. Les administrateurs pensaient qu'Evelyn Abrams était peut-être la petite amie de Broden. Elle travaillait souvent de nuit avec Efren Saldivar. Pour elle, ce n'était que des rumeurs. Juste une rumeur. Elle travaillait avec Efren depuis très longtemps. Et elle ne le croyait pas capable de faire une telle chose. Abrams a ensuite expliqué qu'elle avait eu une relation avec Jeff et Efren en même temps. Pour Anthony Fuchsia, cela semble expliquer toute la situation. Nous avons quelques questions. Nous avons envisagé que le fait qu'Efren ait eu une relation sexuelle avec Evelyn ait pu motiver Jeff à téléphoner et à accuser Efren pour se venger de lui. Elle a dit aux inspecteurs que Jeff avait dû inventer cette histoire. Nous avons rédigé un rapport indiquant qu'il s'agissait simplement d'une de ces rumeurs qui se produisent parfois sur le lieu de travail. Peut-être que tout cela n'était que rumeurs et insinuations et qu'en fait, les allégations n'étaient pas fondées. Les enquêteurs ont interrogé Bob Baker. Il a insisté pour les voir ailleurs. Vous serez plus à l'aise pour parler? Nous lui avons parlé sur le parking de l'hôpital. Ce soir-là, il nous a raconté une farce qu'il avait faite à Efren avec une autre pneumologue. Baker lui a parlé d'une chose étrange qu'il a une fois trouvée, alors qu'il travaillait de nuit avec Everett Weir. Ils ont décidé de jouer un tour à l'un des autres pneumologues. Ils ont piégé son casier pour qu'il soit couvert de farine lorsqu'il l'ouvrirait. Ils avaient pris des objets dans son casier et avaient besoin d'un endroit pour les ranger. Sachant que Saldivar ne devait pas travailler pendant quelques jours, ils ont décidé d'emprunter son casier. À l'intérieur, Baker a remarqué un sac rempli de médicaments. Le sac de médicaments était assez volumineux. Il était rempli de morphine, de Demerol et de Valium. C'était un sac bourré de médicaments. On était en droit de se demander s'il le revendait à quelqu'un. Et puis j'ai vu sur l'étagère 2 flacons de succinylcholine. Le chlorure de succinylcholine paralyse les muscles et est utilisé pour faciliter l'insertion des tubes respiratoires. Il peut être fatal s'il est administré de manière inappropriée. Lorsqu'on est paralysé par la succinylcholine, on peut encore entendre, penser et ressentir. C'est la raison pour laquelle nous administrons en plus de la morphine ou un sédatif pour créer un état de rêve. Parce que c'est extrêmement terrifiant. Imaginez que vous êtes complètement paralysé, vous pouvez entendre, mais vous ne pouvez pas bouger un seul muscle. Et votre cerveau fonctionne tout à fait normalement. J'ai vu la succinylcholine dans le casier. Il est évident que ce n'est pas une substance récréative. Il ne peut s'agir d'un usage personnel. Ce serait un suicide. Baker a dit aux policiers qu'il avait gardé le silence sur cette découverte. Personne en dehors du médecin n'est censé être en possession de ce médicament. Alors quand il a vu ça dans le casier d'Efren, ça lui a mis la puce à l'oreille. Mais il nous a dit qu'il n'avait communiqué cette information à personne parce qu'il avait touché au casier d'Efren. Il pensait qu'il était dans l'illégalité. Se méfiant de Baker, les inspecteurs se sont adressés à son supérieur hiérarchique. Il a déclaré qu'il était de notoriété publique que Baker et Saldivar se détestaient. Il pensait que Baker avait inventé la rumeur de la seringue magique pour ruiner la réputation de Saldivar. Y a-t-il une part de vérité? Il était possible que Bob Baker ait fait preuve de partialité dans les déclarations qu'il nous avait faites. Est-ce qu'il a choisi un angle particulier pour mettre Efren sous un mauvais jour? Vous savez, il fallait le prendre en considération. Ils n'ont pas découvert grand-chose. Broden et Baker avaient tous deux des motifs pour inventer cette rumeur. Avec au milieu Evelyn Abrams, qui travaillait dans l'équipe de nuit. Nous avons vécu ces montagnes russes dès le premier jour.
Nous avons tous pensé à ce moment-là que ce n'était probablement qu'une sombre rumeur, ou un stratagème pour soutirer de l'argent à l'hôpital. L'hôpital avait mis Saldivar en congé pendant toute la semaine. Les inspecteurs savaient ce qu'il leur restait à faire. Sur la base de tout ce qui avait été dit, nous étions dans l'impasse. Non, ce n'est pas possible. Et puis, en fin de compte, nous avons fini par nous résoudre à interroger Efren. Je le fais entrer. Will, le chef et moi venons de parler. Il était temps de parler à Saldivar. Faites-le tout de suite venir ici. Je vous fournirai une liste de questions. D'accord. Ils n'avaient aucune idée des surprises qu'il leur réservait. Je voudrais parler à Efren Saldivar, s'il vous plaît. Des rumeurs de meurtre dans un hôpital californien ont déclenché une enquête. Faisons un bilan. Toutes les rumeurs semblent concerner un pneumologue. Pour découvrir la vérité, les inspecteurs ont décidé d'interroger Efren Saldivar. Ils lui ont demandé de venir au poste. À cette heure-là, l'inspecteur Will Curry est le seul enquêteur de service. Monsieur Saldivar. Il lui parle de ces rumeurs et lui demande de passer au détecteur de mensonges pour tirer l'affaire au clair. Vous êtes d'accord pour rencontrer l'inspecteur Youngblood? Un instant. Youngblood est l'examinateur du détecteur de mensonges. Monsieur Saldivar. Curry l'a mis au courant de l'enquête. Il m'a dit qu'il ne le soupçonnait pas vraiment, qu'il s'agissait peut-être d'une personne qui ne l'aimait pas et qui avait fait courir de fausses rumeurs. Il voulait y mettre un terme. L'inspecteur Curry a laissé Saldivar seul avec Youngblood et s'est rendu dans la salle d'écoute du service pour suivre leur conversation. Saldivar a refusé de passer au détecteur de mensonges. À ce moment-là, j'ai changé d'opinion. Pour moi, il y avait quelque chose qui clochait si cette personne craignait cette situation. J'ai donc décidé de faire évoluer mon entretien vers un interrogatoire. Lorsque je lui ai demandé s'il avait tué quelqu'un, il a hésité avant de répondre. Il a répondu « J'ai peut-être aidé d'une manière ou d'une autre ». C'est pourquoi j'ai peur de passer au détecteur de mensonges. Je lui ai alors demandé de m'expliquer ce qu'il entendait par « aider ». Saldivar commence à raconter à Youngblood un incident survenu au début de sa carrière. Il y avait un patient qui était atteint d'un cancer. Il avait été déterminé que le patient ne survivrait pas. Les médecins avaient dit qu'ils allaient débrancher son respirateur, mais ils ne l'avaient pas fait. Il m'a expliqué qu'il avait vu que le patient respirait encore. Le ventilateur du patient 3 est toujours en marche. Monsieur Saldivar en a informé l'une des infirmières des soins intensifs. L'infirmière a indiqué que c'était à lui de faire quelque chose. Il a donc décidé d'y aller et de faire littéralement suffoquer le patient. Saldivar a raconté à Youngblood que le patient avait mis 15 minutes à mourir. Réanimé ou pas? Monsieur Saldivar a admis qu'il avait aidé d'autres patients à mourir. Combien de fois cela s'est-il produit? Youngblood l'a poussé à révéler le nombre de patients qu'il avait assassinés. Monsieur Saldivar pensait qu'il y en avait moins de 50, mais il n'était pas sûr du nombre exact. Après, il a déclaré que le chiffre pourrait atteindre 90. Puis il a commencé à me dire que cela s'était également produit dans 2 autres hôpitaux où il avait travaillé occasionnellement. Les chiffres ont donc encore augmenté. Et avant la fin, il m'a dit qu'il pouvait y en avoir jusqu'à 200. J'étais abasourdi. J'ai eu beaucoup de mal à garder mon sang-froid, je me demandais comment il avait pu faire une chose pareille. Les implications juridiques n'ont pas tardé à frapper Youngblood.
Je dois m'entretenir avec l'un des inspecteurs et décider de la suite à donner à cette affaire. Je me suis donc dit qu'il fallait que je trouve un moyen de sortir sans perdre le contact avec cet homme, pour revenir lui parler. Youngblood se précipite hors de la pièce et trouve Curie qui l'attend. Les hommes devaient lire à Saldivar ses droits, mais il craignait de l'effrayer et de perdre sa coopération. Je vais appeler les gars au téléphone et les faire venir. D'accord. D'accord. C'était un homme ou une femme? Je ne m'en souviens pas. L'inspecteur Curie l'a informé de ses droits constitutionnels. Étonnamment, il a renoncé à ses droits et a continué à nous parler. Le droit de garder le silence. Les enquêteurs s'attendaient à ce que Saldivar nie en bloc. Mais soudain, ils ont eu les aveux de meurtre en série. Cela ne m'intéresse pas, j'ai besoin que vous compreniez. L'inspecteur Curie a demandé de l'aide. Le sergent McKillop a reçu l'appel. C'était Will Curie qui me prévenait que nous avions un gros problème et qu'il fallait que j'aille travailler. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Curie a placé Saldivar en état d'arrestation. Les détectives Fuchsia et McKillop sont arrivés dans l'heure. Ils ont également appelé le procureur et leur chef. Il pouvait s'agir de l'affaire la plus importante de leur carrière. Si Saldivar disait vrai, il avait assassiné plus de personnes que Jeffrey Dahmer, Ted Bundy et John Wayne Gacy réunis. Il a dit qu'il l'avait fait. Il a tué son premier patient environ 6 mois après être devenu pneumologue. Il est devenu pneumologue en 1989. N'oubliez pas que l'entretien que nous avons mené avec Saldivar s'est déroulé en mars 1998. On parle donc de 9 années de travail dans les hôpitaux locaux. Selon l'inspecteur Mario Yagoda, de Glendale, les aveux de Saldivar étaient choquants, presque incroyables. Avions-nous affaire à une personne psychologiquement instable? Ou tenions-nous vraiment un meurtrier? C'est ce qui a rendu les choses difficiles, même après ses aveux. Parce que dans sa confession, beaucoup de choses qu'il disait n'avaient pas de sens, et beaucoup en avaient. Selon le bureau du procureur, les aveux n'étaient pas suffisants. Pour condamner Saldivar pour meurtre, ils avaient besoin de preuves concordantes. Le procureur nous a dit qu'à ce stade, tout ce que nous avions, c'était des aveux. Aucune preuve matérielle. Aucune victime identifiée. Il y avait un certain nombre de choses à faire avant de pouvoir envisager d'accuser M. Saldivar de meurtre. On ne va pas le laisser partir. Nous devons rassembler les preuves. Les inspecteurs n'avaient que 48 heures pour trouver des preuves. Sans cela, ils seraient obligés de le libérer. S'il s'agissait d'un tueur en série, les enquêteurs savaient qu'en le remettant en liberté, d'autres innocents risquaient de mourir. Des rumeurs selon lesquelles un meurtrier opérait en soins intensifs dans un hôpital californien ont donné lieu à une enquête. Leur suspect, Efren Saldivar, était derrière les barreaux. Mais pour qu'il y reste, il n'avait que 48 heures pour trouver des preuves matérielles de ses crimes. S'ils échouent, Saldivar est libre. Le lendemain matin, les inspecteurs étaient au domicile de Saldivar avec un mandat de perquisition. Ils cherchaient la preuve qu'il avait empoisonné des patients. Saldivar vivait avec ses parents. Son frère aîné se tenait à l'écart, observant la fouille de la chambre d'Efren. Les agents ont découvert près de 100 cassettes pornographiques. Mais pas de médicaments paralysants. Ils ont trouvé du Versed, un sédatif souvent utilisé en conjonction avec un médicament paralysant appelé Pavulon. Ils ne trouvent rien de plus à l'hôpital, au désarroi de l'inspecteur John McKillop. Nous n'avons pas trouvé de Pavulon ni de succinylcholine. Nous pensions que ces médicaments avaient été utilisés, donc la seule chose sur laquelle nous pouvions nous appuyer jusque-là.
C'était la déclaration de Bob Baker, qui avait vu l'un de ses médicaments dans son casier. Mais nous n'avions rien découvert. Nous ne pouvions pas le prouver, car nous ne l'avons jamais trouvé dans son casier. Toutefois, ils ont trouvé un test de gaz sanguin. La signature a inquiété la police. L'une des choses qui me vient à l'esprit, c'est un article qu'il a signé au nom du docteur Jack Kevorkian. Nous savons tous que le docteur Kevorkian est pour le suicide assisté. Ça nous a semblé étrange et suspect en soi. Nous avons une personne qui a avoué avoir tué un certain nombre de patients. Dans son casier, sur son lieu de travail, il a un objet qu'il identifie comme le docteur Kevorkian. Il ne savait pas si c'était important ou pas. Et ça ne prouvait pas qu'Efren avait tué quelqu'un. Tout ce que nous avons, c'est un aveu. Ce n'est pas suffisant en soi. Nous avons besoin d'informations complémentaires. J'ai reçu mes enquêteurs. Les voici qui arrivent. Vous avez quelque chose? Il est enfermé. Nous avons obtenu ses aveux. La loi ne permet pas d'engager des poursuites pénales contre quelqu'un sur la base de ce qu'il dit. Et s'il s'agit d'un meurtre en particulier, il faut disposer d'un corps et être en mesure de prouver que le corps a été assassiné. Dans ce cas, nous n'avions pas de corps. Nous n'avions aucune preuve qu'il y avait eu meurtre. Un aveu, ce n'est pas suffisant. Les inspecteurs ont manqué de temps. Les 48 heures étaient écoulées. Ils n'ont pas trouvé suffisamment de preuves pour inculper Saldivar. Les inspecteurs doivent maintenant remettre en liberté un tueur en série qui a avoué son crime. J'ai commencé à réfléchir à ce que nous devions faire ensuite pour obtenir des preuves. Il avait peut-être tué beaucoup de gens, et on le laissait juste partir. La police de Glendale devait trouver des preuves tangibles pour mettre Saldivar derrière les barreaux. Mais ça leur paraît impossible à ce moment-là. Nous n'avions jamais eu affaire à un tueur en série auparavant. Ça nous a tous pris par surprise. Et puis, nous n'avions aucune preuve d'homicide. Rien. Nous n'avions qu'une confession. Il n'y avait donc rien de tangible à identifier à ce stade. En fait, nous passions par un tas d'émotions différentes. Les détectives ont établi leur quartier général sur le terrain de l'hôpital. Ils avaient besoin d'un endroit sûr pour mener leur enquête. Les fuites d'informations nuiraient à la constitution d'un dossier contre Saldivar. Nous savions que nous allions être scrutés par le public et la presse. Et nous savions aussi que nous avions un suspect en liberté. Il n'était plus en détention. Il ne devait rien savoir sur l'évolution de l'affaire. Rien dans les journaux. Nous devions vraiment rester discrets. Et comme il s'agissait d'une enquête d'une telle ampleur au sein de la police, nous n'aurions jamais pu garder l'information confidentielle. Les policiers ont commencé à rassembler les dossiers médicaux des patients de Saldivar. Ils espéraient y trouver des preuves de meurtre. Alors que les détectives commençaient à enquêter sur le passé, ils veillaient à ne pas perdre la trace de leur suspect. Saldivar pouvait s'enfuir à tout moment. Et les enquêteurs savaient qu'ils ne pourraient rien faire pour l'arrêter. Efren Saldivar avait admis avoir tué jusqu'à 100 patients dans un hôpital californien. Mais en l'absence de preuves matérielles, les inspecteurs ont été contraints de le libérer. L'inspecteur Randy Osborne a interrogé les amis et la famille de Saldivar pour voir s'ils avaient des informations sur sa culpabilité ou son innocence. J'ai voulu en savoir le plus possible sur Efren Saldivar, en remontant jusqu'à sa petite enfance. Je suis même allé à son lycée où j'ai obtenu la liste de sa promo et j'ai contacté des camarades de classe. Les détectives ont retrouvé l'une des petites amies de Saldivar au lycée. Connaissiez-vous Efren Saldivar? Eh bien, oui. Elle a déclaré que sa dernière conversation avec lui l'avait troublée. Ils ont discuté de leur avenir et de ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Efren lui a alors expliqué qu'il allait étudier la pneumologie. Elle lui a dit qu'elle était impressionnée, qu'il s'agissait d'une profession très noble et utile. Mais la discussion a ensuite pris une tournure inquiétante.
Il lui a dit qu'il voulait faire ce métier pour aider les gens, mais aussi pour aider les gens en soulageant leur souffrance. Et il a expliqué qu'il avait du mal à voir les gens souffrir. Et qu'il n'aurait aucun problème à tuer des gens. L'inspecteur Osborne a également interrogé les collègues de Saldivar. J'ai appris qu'Efren était une personne très calme. Ceux à qui j'ai parlé l'ont décrit comme quelqu'un de distant et de silencieux. Il restait dans l'ombre, en quelque sorte. Plusieurs de ses collègues l'ont décrit comme quelqu'un de paresseux et d'indifférent, à l'égard des patients dont il devait s'occuper dans son métier. Une infirmière qui travaillait souvent avec lui a parlé avec les inspecteurs. Elle leur a raconté quelque chose qu'elle avait trouvé troublant il y a plusieurs années. Quand j'ai demandé à Efren, Elle nous a expliqué qu'elle travaillait à l'hôpital avec Efren. Et qu'il y avait dans l'une des chambres un patient de sexe masculin entre la vie et la mort. Une nuit, elle a entendu une alarme se déclencher dans la chambre du patient. Le patient avait cessé de respirer. Efren était dans la chambre à ce moment-là. Elle a commencé à s'occuper du patient. Elle a levé les yeux vers Efren et lui a dit « Peux-tu venir m'aider? On est en train de le perdre. » À ce moment-là, il a porté son doigt à sa bouche et a fait chute. Comme pour lui dire « Ne fais rien, laisse-le tranquille et laisse-le mourir. » Ça l'a choqué. À ce moment-là, une autre infirmière est arrivée en courant dans la pièce et elles ont pu réanimer le patient. Ça l'a vraiment ébranlée. Elle ne voulait plus travailler avec Saldivar après ça. Au moment de l'enquête, elle s'est sentie obligée de communiquer ces informations. Ces informations sur Saldivar sont troublantes. S'il empoisonnait des patients, les enquêteurs devaient essayer de comprendre pourquoi, afin de trouver ses victimes potentielles. John Trestrey, du Centre régional du poison de Grand Rapids dans le Michigan, a consacré sa vie à l'étude des poisons et de ceux qui les utilisent. L'ange de la mort serait le genre de personne qui joue à Dieu. Il choisit un groupe de personnes ou un individu pour les éliminer. Ce pouvoir leur procure une sorte d'exaltation psychologique. Ils se disent « Je vous ôterai la vie quand je le voudrais ». Ces personnes sont souvent ce que j'appelle des tueurs furtifs. Ils agissent lorsque vous avez le dos tourné. Ils vous attaquent dans l'obscurité. Le poison est difficile à trouver. Contrairement à une blessure par balle facilement reconnaissable. Il faut suspecter un empoisonnement pour le déceler. Dans un cas d'empoisonnement, le taux de non-identification est 20 à 30 fois plus élevé que pour tous les autres meurtres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le coupable a 20 à 30 fois plus de chances de s'en tirer que tous les autres meurtriers. La mort par empoisonnement est insidieuse. La victime a peu de chances d'échapper à son sort. Si vous êtes la victime, vous ne le verrez jamais venir. On ne peut pas se défendre. On le respire, on le boit, on le mange, on l'injecte. On ne le voit jamais. Les policiers ont compris qu'ils avaient peu de chances de trouver du poison. Ils ont demandé à plusieurs agences qui leur ont toutes dit qu'il était peu probable d'identifier des médicaments paralysants. Inspecteur Daniel Inorosa. Nous avions consulté certains membres du FBI. Et ils avaient eu des cas similaires. Des cas impliquant les médicaments que nous recherchions, à savoir le pavoulon et le chlorure de succinylcholine. Ils étaient d'avis que nous devions trouver un certain type de toxicologue qui pourrait nous aider à extraire ces substances. Car pour la majorité de la communauté scientifique et médicale, nous n'allions pas pouvoir les trouver. Les inspecteurs devaient aller de l'avant. S'ils avaient espéré trouver des traces de poison, elles étaient désormais enterrées avec les victimes présumées. Pour retrouver les victimes, les détectives ont compris qu'ils devaient déchiffrer des milliers de dossiers médicaux complexes. C'était un territoire inconnu. Lorsque nous avons reçu ces dossiers médicaux, vous pouvez imaginer que c'est comme essayer de lire une langue que vous ne savez pas parler. Nous avons donc tous dû acheter des dictionnaires médicaux pour comprendre une grande partie de ce qui était dit dans ces dossiers, les traitements que les patients recevaient, les conditions médicales pour lesquelles ils étaient traités.
Les inspecteurs ont commencé à rechercher des morts suspectes dans les dossiers. Ils ont consulté des experts comme le Dr Dale Isef pour les aider à identifier l'utilisation du poison. Ce que je rechercherai en particulier, et j'en ai vu un certain nombre d'exemples, c'est que le patient avait été admis pour une maladie grave, qu'il avait réagi au traitement et qu'il se portait relativement bien. Les signes vitaux, rythme respiratoire, pouls, tension artérielle, rythme cardiaque sur le moniteur semblent stables. Le patient subit alors brusquement une diminution de son rythme cardiaque, qui se traduit par une décélération ou un ralentissement progressif sur une période de temps relativement courte. Quelques minutes environ, pendant lesquelles le patient est en arrêt cardiaque complet avec une activité cardiaque qui s'arrête totalement. Les notes du personnel de l'hôpital ont fourni les premiers indices. Je suis alors revenu en arrière et j'ai examiné très attentivement les notes des infirmières et j'ai essayé de déterminer quelle était l'évolution clinique de ce patient. Si tous les signes vitaux sont stables, les infirmières concluent que le patient se porte bien. En fait, pour certains patients, une sortie anticipée était prévue, chez eux ou dans un autre établissement. Et le fait de voir une note dans le dossier, indiquant « patient retrouvé mort dans son lit », a attiré mon attention. Le docteur Isef a demandé aux enquêteurs de rechercher une inversion du processus normal de la mort. Normalement, le cœur d'un patient s'arrête, puis sa respiration s'interrompt. Mais pour un empoisonnement avec un médicament comme le pavulon, c'est l'inverse qui se produit. Si un agent paralysant est administré à un individu, l'une des premières choses qui se produit est que le patient, ou l'individu, ne peut plus respirer, ou la fonction respiratoire est altérée, ce qui conduit très rapidement à l'impossibilité de respirer. Le cœur survivra pendant un certain temps, mais il ralentira rapidement et s'arrêtera. Ce type de décès laisse des indices troublants, selon Mario Yagoda. Nous savions que ces patients avaient envie de vivre. C'est pour cela que le cœur s'emballe. En d'autres termes, lorsqu'une personne a peur, son cœur s'accélère. On observe donc une accélération du rythme cardiaque sur les électrocardiogrammes. Et c'est ce que nous avons cherché. Nous avons cherché ces rythmes cardiaques qui montreraient une sorte de syndrome de lutte pour survivre. Les inspecteurs espéraient que les informations dans les dossiers médicaux leur permettraient de prouver le meurtre. Les dossiers médicaux n'étaient que la première étape pour trouver des preuves tangibles, le pavulon ou le succinylcholine dans les corps. En fin de compte, nous devions exhumer des corps. Nous allions devoir faire appel à des spécialistes pour tester les échantillons de tissus prélevés lors des autopsies, afin de déterminer si ces médicaments étaient présents ou pas, et de savoir si oui ou non, ils allaient être détectables. Les inspecteurs ont dû trouver un moyen de réduire la liste des victimes potentielles. Nous avons donc décidé de choisir un délai d'environ 2 ans avant l'incident. À partir de là, nous avons dû examiner et compiler tous les décès de cet hôpital pendant que M. Saldivar était en service. Les cas les plus récents garantissaient de meilleures chances de trouver des traces de poison, ils ont donc ignoré les 7 premières années de Saldivar. La liste a ainsi été réduite à 171 patients. Parmi eux, 54 ont été exclus parce que leur corps n'était pas disponible. Il en restait donc 117 à examiner. Chaque détective a pris une série de patients. S'il trouvait un détail suspect, il devait le présenter au groupe. C'est exactement ce que nous recherchons. Vous voyez les lignes neurologiques. Et nous avons dû nous battre pour eux. Nous devions nous battre dans une atmosphère de table ronde où nous nous réunissions tous et présentions nos cas. Nous avons discuté de nos cas individuels, et des raisons pour lesquelles nous pensions qu'ils devaient être exhumés. Et bien sûr, nous ne pouvions pas tous les exhumer. Lorsqu'ils trouvaient un patient correspondant au profil, ils affichaient son nom sur un tableau des victimes possibles à exhumer. La liste commençait à s'allonger. Le choix des exhumations était leur premier problème. Prouver la présence d'un poison était le deuxième.
Ils ont contacté le laboratoire national Lawrence Livermore, un centre de recherche gouvernemental de haute technologie situé près d'Oakland, en Californie. Il emploie environ 10 000 scientifiques dans la chimie, la physique, le nucléaire et la criminalistique. Brian Andriessen est directeur du Centre de sciences médico-légales du laboratoire. Il n'était pas certain de pouvoir aider lorsqu'il a appris le type de médicaments recherchés par la police. J'ai fait des recherches sur ces médicaments et ce que l'on savait à leur sujet. C'était intéressant. Pour être utilisés chez l'homme, beaucoup de ces médicaments doivent bien sûr être testés et éprouvés. Les données relatives à ces tests doivent être publiées. J'ai lu ces articles, mais personne n'avait prélevé ces médicaments sur un être humain en bonne santé ou ne les avait analysés après la mort d'une personne enterrée depuis longtemps. Ce type de travail n'avait pas encore été réalisé avec ces médicaments dans une large mesure. Andriessen a également appris que le chlorure de succinylcholine, le médicament repéré dans le casier de Saldivar, se décompose rapidement en substances chimiques naturellement présentes dans le corps. Le mieux était de chercher le pavulon. Mais il n'existait aucun test pour le détecter dans les tissus humains en décomposition. Il faudrait en développer un. Je n'étais pas très confiant, car cela n'avait jamais été fait auparavant. Mais j'étais prêt à faire un essai sérieux, pour voir si je pouvais mettre au point un protocole qui fonctionnerait. Le 27 mars 1998, l'histoire de la suspension de Saldivar et de meurtre potentiel a été révélée dans les médias. La communauté a été scandalisée par la possibilité que leurs proches aient été assassinés dans leur lit d'hôpital. Les téléphones sonnaient continuellement au poste de police et sur le site que nous occupions. Les gens voulaient savoir si leurs proches avaient été victimes de Saldivar ou pas. Les agents ont utilisé les informations fournies par les familles pour faciliter leur enquête. Les demandes que nous avons reçues des familles nous ont aidés de deux manières. D'une part, nous avons réexaminé ces cas particuliers. S'ils ont eu l'impression d'être suspects, cela justifiait peut-être des recherches supplémentaires de notre part. Le fait que ce cas soit suspect justifiait un entretien supplémentaire avec ce membre de la famille. Qu'a-t-il vu? Où était-il? Était-il au chevet de son proche au moment de son décès? Dans la frénésie médiatique, les policiers qui surveillaient la maison de Saldivar ont remarqué qu'il n'était pas revenu depuis plusieurs jours. À ce moment-là, je crois qu'il se cachait encore. Nous ne savions pas où il se trouvait. Nous avons donc perdu sa trace pendant un certain temps après sa libération. Si Saldivar s'était enfui, les inspecteurs savaient qu'ils auraient peu de chances de mettre leur tueur en série présumé derrière les barreaux. À Glendale en Californie, près de Los Angeles, un petit hôpital connaît une vague de décès inexpliqués. Des patients qui allaient bien, comme Tricia Johnson, ont soudain fait une crise inexpliquée. Tricia était en arrêt cardiaque. L'équipe s'est précipitée dans sa chambre. Mais malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu la sauver. Le personnel a commencé à soupçonner qu'une personne est à l'origine de la mort des patients. Ils ont commencé à se montrer du doigt les uns les autres. Lorsqu'on a commencé à trouver des médicaments dissimulés, les soupçons se sont accrus. Toutes les rumeurs semblaient pointer vers l'un des pneumologues, un certain Efren Saldivar. Parce que l'infirmière me l'a demandé. Il a été interrogé par la police et ses aveux ont été surprenants. Mais en l'absence de preuves, ils ont dû le relâcher. Pour trouver la preuve du meurtre, la police s'est tournée vers des milliers de dossiers médicaux complexes s'étalant sur plus de 9 ans. Daniel Inorosa, inspecteur à Glendale. En raison du nombre de victimes potentielles impliquées, il s'agit probablement de la plus grande affaire de meurtre que cette ville ait jamais connue dans son histoire. D'ailleurs, cela aurait pu faire de lui le plus grand tueur en série de l'histoire des États-Unis. Les médias ont assiégé le domicile de Saldivar. Son frère a déclaré aux journalistes qu'Efren était parti chez des parents. Il a également clamé l'innocence de son frère. Larry Schlegel a vu le reportage sur les aveux de Saldivar. Sa mère, Eleonora, était décédée d'une insuffisance respiratoire à l'hôpital plus d'1 an auparavant.
Ils avaient énuméré un certain nombre d'affections qui semblaient communes aux personnes qu'il avait prétendu avoir tuées. Les dates concordaient. Je m'appelle Larry Schlegel. Larry a appelé le service et a dit aux enquêteurs que sa mère correspondait aux critères définis. Schlegel a expliqué à la police que les fréquentes visites de sa mère à l'hôpital l'inquiétaient de plus en plus. C'était toujours effrayant quand elle faisait une crise, il fallait l'hospitaliser d'urgence. Mais une fois que les médicaments avaient fait effet et que ses poumons allaient mieux, elle était prête à rentrer chez elle et à reprendre le cours de sa vie. Elle avait contracté une pneumonie et avait du mal à respirer. Elle se reposait lorsque Larry est venu lui rendre visite le soir du Nouvel An. Mon fils et moi sommes passés la voir. Nous sommes restés environ 1 heure. Elle était assise et respirait aussi bien qu'elle le pouvait et avait été capable de tenir une conversation pendant toute 1 heure. Eleonora avait hâte de rentrer chez elle. Mais le lendemain, Pasadena serait bondée de visiteurs pour le défilé du tournoi des Roses et le match de football. Ça devient dingue au moins 24 heures avant. Les médecins n'ont pas hésité une seconde. C'était le réveillon du Nouvel An. Ils ont décidé d'une date de sortie après le jour de l'an. Je t'aime. Merci mon chéri. Ils ont décidé qu'elle pourrait rester à l'hôpital quelques jours de plus. Lorsqu'Eleonora Schlegel s'est présentée à l'hôpital, elle a demandé à signer un ordre de ne pas réanimer. Le 2 janvier au petit matin, ses signes vitaux étaient stables et elle prévoyait de rentrer chez elle. Plus tard dans la matinée, l'infirmière est revenue la voir. Elle avait cessé de respirer et aucun pouls ne pouvait être détecté. Code bleu! Code bleu! Venez! Vite, vite! On arrive! La dernière fois que j'ai parlé à ma mère, elle allait beaucoup mieux. Alors, ça m'a énormément affecté. Pour Larry, la possibilité que sa mère ait été empoisonnée semble incroyable. Vous savez, dans les informations, on entend toutes sortes de choses qui sont arrivées à d'autres personnes. En gros, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit que ça n'arrive qu'aux autres. Les inspecteurs ont dit à Schlegel qu'ils allaient étudier le cas de sa mère. La ligne de la police a été saturée par des centaines d'appels comme celui de Larry. Au cours des 3 premiers jours, la police a reçu plus de 230 messages de gens inquiets, dont des membres de la famille étaient décédés à l'hôpital. La frénésie médiatique a poussé l'hôpital à limiter les dégâts. Ils ont suspendu l'ensemble des 44 membres du service respiratoire, y compris Bob Baker. L'atmosphère de l'hôpital a changé presque immédiatement. Et tout d'un coup, il y a eu une enquête massive. Tout a changé à ce moment-là. C'était comme si une tornade s'était abattue sur nous. 39 employés ont finalement été blanchis, mais Evelyn Abrams et 3 autres sont restés suspendus. La semaine suivante, Saldivar est sorti de sa cachette. Invité dans une émission de télévision nationale, il a déclaré à 2 magazines d'information qu'il avait inventé ses aveux. La police était sous le choc. Saldivar a affirmé avoir menti à la police et inventé ses aveux, parce qu'il était déprimé et qu'il voulait mourir. Son raisonnement était donc le suivant: si j'avoue avoir tué un certain nombre de personnes, je serai reconnu coupable de meurtre lors d'un procès et condamné à mort. Et l'État me fera ce que je n'ai pas pu faire moi-même. Je vous l'ai dit. Je n'ai pas eu le courage. Saldivar a rendu son affaire publique. L'inspecteur Inorosa se souvient combien son équipe était frustrée. Parce qu'on m'accusait. S'il s'agissait d'une mauvaise blague qu'il nous avait faite en inventant cette histoire, nous, les enquêteurs, voulions connaître la vérité.
Et si c'était la vérité, alors nous étions obligés de prendre ces informations et de déterminer quelle était la part de vérité. L'a-t-il fait ou ne l'a-t-il pas fait? La police a assisté impuissante à la rétractation de Saldivar devant des millions de téléspectateurs. Il s'agit maintenant de prouver qu'il est un ange de la mort. Je voulais mourir. Un tueur en série avoué était en liberté, mais les détectives ne savaient pas qui il avait assassiné. Selon l'inspecteur Daniel Inorosa, de la police de Glendale, il s'agissait d'une enquête inversée. Il s'agit ici d'un cas inversé. En général, nous avons une victime, et à partir de cette victime, nous avançons et essayons de trouver le suspect. Dans ce cas, nous avions un suspect et pas de victime. C'est donc tout le contraire de ce que nous avions l'habitude de faire. Le principal suspect de la police dans cette affaire était un pneumologue nommé Efren Saldivar. Tout en travaillant sur la liste des victimes présumées de Saldivar, la police a gardé un œil sur lui. Il se cachait chez un ancien collègue de travail. Les inspecteurs ont également consulté le psychologue criminel Chris Mohanty. Ils espéraient que son expérience avec d'autres meurtriers en série les aiderait à identifier les victimes de Saldivar. Il a dit aux inspecteurs qu'ils ne devaient pas croire tous les aveux d'Efren. Ils peuvent utiliser des substances autres que celles qu'ils disent utiliser. Il faut donc élargir les recherches en examinant un groupe de victimes beaucoup plus large. D'autres affaires nous ont appris que ces auteurs choisissent des victimes qui ne font pas partie de leurs patients et qui ne correspondent pas à leurs critères. Ils étendent leur chasse à d'autres individus. Le docteur Mohanty a donné aux inspecteurs un aperçu du profil psychologique de Saldivar. La première impression que j'ai eue de Saldivar était celle d'un homme ordinaire, un peu maladroit socialement, un peu intello, qui n'appartient à aucun groupe en particulier, et qui cherche désespérément à être apprécié et reconnu par les autres. Mohanty s'est penché sur le passé de Saldivar et a découvert qu'il avait choisi sa profession pour contrer son sentiment d'infériorité. Il est intéressant de voir pourquoi Saldivar est devenu pneumologue. Quelqu'un est entré dans le supermarché où il travaillait. Il portait alors une tenue de pneumologue et avait sûrement un stéthoscope. Et il s'est senti attiré, parce qu'il avait l'air médical, il avait l'air officiel. On aurait dit qu'il était empreint d'autorité et de pouvoir. Mohanty a également averti les inspecteurs que si l'occasion se présentait, Saldivar commettrait d'autres meurtres. Une fois qu'ils y ont goûté, c'est comme si on ne pouvait plus remettre le bouchon sur la bouteille. Le génie est sorti de la lampe, et vous ne pouvez pas le remettre dedans, car alors aucun fantasme ne sera vraiment à la hauteur de la réalité. Les inspecteurs ont continué à s'entretenir avec tous les collègues de Saldivar. Ils espéraient que quelqu'un avait vu quelque chose qu'ils pourraient utiliser pour identifier un corps à exhumer. Dans ses aveux, Saldivar a mentionné que sa collègue, Evelyn Abrams, était au courant des meurtres et a essayé de l'en empêcher. Les enquêteurs lui ont accordé une immunité limitée en échange de toute information qu'elle pourrait fournir. Elle s'est alors montrée franche avec nous, et nous a dit que oui, elle savait qu'il se passait quelque chose. Et qu'elle se rappelait d'un moment particulier où Efren était venu la voir, pour lui dire qu'il avait donné par inadvertance du pavoulon à un patient. Les enquêteurs espéraient qu'elle leur indiquerait un patient en particulier, mais Evelyn ne se souvenait pas de son identité. Je ne m'en souviens pas. Jeune, homme, femme, rien? Je n'ai pas regardé le patient. Elle a déclaré que Saldivar lui avait fait part de ses critères pour décider si un patient devait mourir. Si elle va bien. Laisse-la tranquille. Et lorsqu'il s'en prend à l'une de ses patientes, Evelyn l'avertit de laisser cette femme tranquille. Je vérifie juste qu'elle va bien. Efren, laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. L'aveu d'Evelyn était incriminant, mais il n'a pas permis aux enquêteurs de trouver des victimes. Mais une infirmière s'est souvenue d'un incident troublant impliquant une patiente nommée Linda Charowski. Elle avait du mal à respirer et avait été placée sous oxygène. L'infirmière a demandé à Saldivar une prise de sang.
Quelques minutes après avoir quitté la chambre de Charovski, l'infirmière a dit qu'elle a vu Saldivar en sortir et déclencher un code bleu. Elle a constaté avec surprise que la patiente ne réagissait plus du tout. Charovski avait soudain cessé de respirer et ses muscles étaient flasques, comme paralysés. Pourtant, le moniteur indiquait que son cœur battait encore fort. La famille avait autorisé un protocole spécial. Les médecins pouvaient administrer des médicaments aux patients, mais il leur était interdit de tenter de le réanimer. Linda Charovski a mis 40 minutes à mourir. L'infirmière était déconcertée, car la patiente réagissait bien à son traitement. Les enquêteurs ont placé Charovski sur leur liste d'exhumation. Les détectives ont continué à surveiller Saldivar au fur et à mesure qu'il changeait d'emploi. Ils craignaient toujours qu'il tente de s'enfuir. Nous pensions qu'il envisageait de s'enfuir et qu'il avait fait une déclaration. Encore une fois, grâce à la surveillance, nous l'avons vu parler à un employé de la banque lorsqu'il a effectué un retrait. Après vérification, cet employé a rapporté qu'il avait parlé de quitter le pays. Ça nous inquiétait beaucoup. C'était une autre source de pression pour faire toute la lumière sur cette affaire. Nous ne voulions pas le perdre, trouver enfin la preuve, et voir qu'il avait disparu. Brian Andriessen, du laboratoire Lawrence Livermore, a aidé à trouver les preuves. Il s'efforçait de créer un test pour identifier le pavulon dans des tissus humains exhumés. Un certain nombre de personnes ont exprimé l'opinion que cela pourrait être un gaspillage d'argent, ou une perte de temps, car les médicaments sont très peu concentrés. C'était incertain. Andriessen savait que le pavulon pouvait parfois être détecté dans l'urine. Il prévoyait de traiter des échantillons de tissus exhumés pour fabriquer une substance similaire à l'urine, qui pourrait être testée à l'aide d'un spectromètre de masse. Un appareil qui détermine la composition d'une substance en mesurant le poids de ses éléments. Il ne savait pas si cela fonctionnerait. Il a consacré près d'1 an à la mise au point de ce test. J'ai commencé à m'impliquer dans ce projet et j'y ai consacré beaucoup d'heures. Des journées de 16 heures, jour après jour, ponctuées d'échecs. C'était déprimant, parce que rien ne fonctionnait. J'ai failli abandonner ma maison. C'est comme si je vivais au laboratoire. Mes voisins s'inquiétaient parce que la pelouse n'était jamais tendue et le jardin était en désordre. Les sacrifices ont commencé à porter leurs fruits lorsqu'Andriessen a eu une idée improbable. Nous avons un vaste programme de détection des armes chimiques et de leur décomposition dans l'environnement. J'ai pris l'une de ces cartouches d'extraction en phase solide qui ne fonctionnait pas pour les agents de guerre chimique. J'ai tenté le coup. Et bien sûr, tout d'un coup, ça a identifié le pavulon. C'était comme une épiphanie. Andriessen avait trouvé son test. Maintenant, la police devait lui trouver les victimes. Les victimes de Saldivar sont cependant restées muettes et inconnues. John Schwartz, qui est décédé après être mystérieusement tombé du lit, pourrait avoir été l'un d'entre eux. Sa famille a intenté un procès, convaincu que Schwartz était mort de la main de Saldivar. Il a admis avoir assassiné tous ces gens. Et avec toutes les divergences dans les dossiers de mon grand-père, et qu'il soit mort si rapidement, et le fait qu'il était justement en service. Mon grand-père a été contrôlé à un moment donné. Je crois qu'il était environ 3h30. Il est décédé une demi-heure plus tard, une demi-heure à 40 minutes plus tard. Et c'est à ce moment-là que le médecin traitant a déclaré sa mort. Parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour le déclarer mort. L'ensemble était assez suspect. Vous savez, il nous a donné des raisons de nous méfier de lui en admettant tant de choses. La police a suivi toutes les pistes. Les détectives ont rencontré Larry Schlegel. Sa mère est morte mystérieusement sous la responsabilité de Saldivar. Elle allait mieux. J'ai reçu un appel de la police. Et leurs questions étaient beaucoup plus précises. Ils voulaient savoir ce qui a été fait avec le corps de ma mère. Avait-elle été incinérée? Avait-elle été enterrée? Eleonora Schlegel avait été enterrée. Les inspecteurs ont informé Larry que sa mère était une candidate de choix pour l'exhumation.
À la mi-mars 1999, les enquêteurs avaient identifié 20 victimes potentielles. C'est le maximum de corps qu'ils pouvaient exhumer. Au moment du décès, les médecins avaient déclaré que chacun de ces décès était dû à des causes naturelles. McKillop et ses inspecteurs auront alors prouvé le contraire. C'était difficile pour les familles des victimes, mais l'inspecteur Mario Yagoda savait qu'elles comprenaient la nécessité des exhumations. La majorité d'entre eux ont coopéré et étaient prêts à nous aider. Eux aussi voulaient savoir la vérité. Car il ne faut pas oublier que certains d'entre eux avaient ce soupçon depuis le début. Ils ont su que quelque chose n'allait pas lorsque leur proche est décédé. Le corps de Myrtle Brower a été l'un des premiers à être exhumé. Le cercueil a été placé dans un caveau en béton. L'équipe du cimetière s'en est chargée. On a prélevé des échantillons de sol. Il était peu probable de trouver du pavulon dans le sol, mais il ne fallait pas négliger quoi que ce soit. Sinon, l'avocat de Saldivar pourrait faire valoir que des produits chimiques se sont infiltrés dans les corps à partir de la terre environnante. L'inspecteur Anthony Fuchsia s'est assuré que les officiers conduisaient les exhumations de manière irréprochable. Nous avons fait appel au même médecin légiste à chaque exhumation. Nous avons utilisé le même médecin légiste pour effectuer toutes les autopsies. Les mêmes techniciens médico-légaux de notre département ont effectué les prélèvements d'échantillons d'eau ou autres sur les lieux de sépulture. Nous avions mis en place un système et nous faisions appel aux mêmes personnes à chaque fois, à des fins de chaîne de responsabilité, afin d'éviter tout problème. Les employés du cimetière ont retiré le cercueil du caveau et l'ont chargé dans une camionnette pour l'emmener au bureau du médecin légiste. Le corps de Brower reposait depuis près de 2 ans. Pour identifier les corps avec certitude, la police a fourni aux médecins légistes des radios de l'hôpital, des photos d'identité et des dossiers dentaires. Nous y voilà, c'est le corps numéro 1. Lorsque tout est prêt, les enquêteurs brisent le sceau du cercueil. Très bien. Ils vérifient le sceau mortuaire pour identifier avec certitude le corps. Les corps sont étonnamment bien conservés. Le docteur Andriissen les avait prévenus que si les restes étaient trop décomposés, il serait pratiquement impossible de trouver du pavulon. Les autopsies ont troublé l'inspecteur Inorosa. Il s'agissait de personnes que j'avais l'impression de connaître. À ce stade de l'enquête, j'avais fait beaucoup de recherches sur ces personnes. J'ai parlé aux membres de leur famille. J'avais vu des photos d'eux. Je savais où ils avaient vécu, qui ils étaient, où ils travaillaient, quelle carrière ils avaient. Et voir ces personnes de cette manière, c'était difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne pouvais qu'espérer à ce moment-là que ça allait aboutir, que tout ne soit pas inutile. Elle semble être une femme âgée, de type caucasien. Le docteur Andriissen a demandé au médecin légiste de prélever les tissus qui révéleraient le mieux les traces de pavulon. Chaque échantillon de tissu a été placé dans un bocal séparé, et tous ont été transportés au centre de police scientifique. Les policiers ont continué à manipuler avec soin tous les éléments qu'ils ont recueillis. Toute notre affaire dépend de ces échantillons. Nous ne pouvions pas nous permettre de perdre ces objets de vue ne serait-ce qu'une minute. Nous devions garder un œil dessus 24 heures sur 24. De la minute où ils ont été extraits du corps, à la minute où ils sont arrivés au laboratoire de Lawrence Livermore, nous en étions responsables. Il n'y avait pas d'exception. Sinon, ça aurait pu compromettre l'ensemble de l'affaire. Le lendemain matin, McKillop et Curie ont fait le trajet.
537 km sur l'autoroute 5, le long des vignes californiennes, pour préserver la chaîne de responsabilité et livrer les échantillons de tissu au laboratoire national Lawrence Livermore. Les techniciens sur place ont pris en charge les échantillons. Ils ont passé des mois à attendre ce moment. Mais le test n'a pas encore fait ses preuves. En cas d'échec, tout ce travail d'enquête minutieux n'aura servi à rien. Et Efren Saldivar, qui a avoué tous ses meurtres, resterait un homme libre. Pour arrêter le tueur en série présumé Efren Saldivar, les enquêteurs doivent rouvrir les tombes de 20 de ses victimes potentielles. C'était leur seul espoir de trouver des preuves matérielles pour le mettre derrière les barreaux. Cette preuve, un médicament paralysant appelé Pavulon, doit être extrait des corps exhumés au moyen d'une procédure expérimentale. En cas d'échec, les enquêteurs n'auront aucun moyen de prouver que leur suspect est un meurtrier. Les policiers de Glendale ont remis en main propre les échantillons d'autopsie à l'expert médico-légal. Il a immédiatement commencé à traiter les tissus exhumés. Il a commencé par broyer les échantillons pour en faire une substance pâteuse. J'ai d'abord examiné les tissus des reins et des poumons, c'est-à-dire les tissus qui reçoivent beaucoup de sang. Car théoriquement, au moment de la mort, le sang circule encore dans le corps et les tissus pulmonaires sont très irrigués. Si on peut confirmer que le médicament est présent. Andriessen l'a filtré à l'aide d'un polymère qui adhère au médicament. Il a testé les échantillons à l'aide d'un spectromètre de masse à chromatographie en phase gazeuse, qui peut détecter des composés pesant moins d'un milliardième de gramme. Le spectromètre de masse pèse les molécules. Et je connais le poids exact du pavulon. Je présente cet échantillon inconnu à ce spectromètre de masse. Il me donne le poids de tous les produits chimiques. Et à partir de là, je saurai s'il y a du pavulon dans cet échantillon. Dans les 2 premiers échantillons, je n'ai rien vu du tout. Au début, ces échantillons se sont révélés négatifs, et j'ai pensé qu'il n'y avait peut-être pas eu de crime et que ces patients étaient morts naturellement. Mais Andriessen a fini par découvrir la preuve dont les enquêteurs avaient désespérément besoin. Un soir, je préparais les échantillons et j'ai commencé à examiner les données. Il y avait du pavulon. C'est la première fois que j'en voyais dans un échantillon de tissu exhumé. Je ne dirais pas que ça m'a surpris, mais je l'ai regardé et je me suis demandé si c'était vrai. Ça l'était. Il y avait du pavulon dans le patient. 6 semaines après la livraison des premiers échantillons, les inspecteurs ont reçu l'appel qu'ils attendaient. Andriessen avait des résultats. Dans le tissu hépatique d'un des corps exhumés, il a trouvé des traces de pavulon. Je vous l'ai dit, ce type est un génie. Il a trouvé des traces de pavulon. Les policiers étaient ravis. Après plus d'1 an d'enquête, leur travail acharné avait finalement porté ses fruits. Allez-y, jetez un coup d'œil. Je reviens tout de suite. Ils ont alors découvert un problème. Le dossier médical de la victime montrait qu'elle avait reçu 2 mg de pavulon au cours de son traitement à l'hôpital. Il lui avait été administré le 7 août 1997, 8 jours avant sa mort. L'inspecteur McKillop perdait patience. Nous sommes passés du choc à la joie, puis retour à la case départ. Chaque fois que nous obtenions un élément de preuve, il y avait quelque chose qui nous empêchait d'aller plus loin. Le médicament aurait été métabolisé en 20 heures, bien avant la mort de l'homme, mais l'avocat de Saldivar pourrait se servir de cet argument. Si l'équipe s'est trompée et que le pavulon n'est pas présent dans d'autres corps, le dossier contre Saldivar s'effondre. Les exhumations se poursuivent. Bob Baker avait déclaré aux enquêteurs qu'il soupçonnait Saldivar du meurtre de Sarah Ascari. Sur la base de ces informations, le corps d'Ascari avait été exhumé. Les employés du cimetière ont trouvé de l'eau dans le caveau, donc les inspecteurs ont prélevé des échantillons pour l'analyser. Le capitaine du service a convoqué l'inspecteur en chef, John McKillop, pour lui demander de rendre compte de ses progrès, ou de leur absence. L'équipe de M. McKillop a passé 1 an et demi à travailler sur l'affaire,
Mais elle n'a toujours pas trouvé d'éléments prouvant la culpabilité de M. Saldivar. Nous n'avons pas l'ombre d'une preuve. Il s'agissait de trouver la vérité. Si nous pouvions prouver que cela n'avait pas eu lieu, c'était un succès, tout comme prouver que cela a eu lieu. Ce que tout le monde craignait, c'était d'être incapable de prouver quoi que ce soit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne pouvions pas prouver qu'il était coupable ou non coupable. Que se passe-t-il? Le capitaine informe McKillop que les gradés perdent patience. Nous sommes un service de 220 policiers assermentés avec un budget qui n'est pas le même que celui d'un grand service de police de plusieurs milliers de personnes. Nous savions donc que nous épuisions nos ressources financières. Mais nous travaillons dur. Les analyses ont coûté à elles seules 150 000 $. L'équipe avait besoin de preuves tangibles rapidement, sinon le département arrêterait l'enquête. Je vais devoir mettre un terme à cette affaire. Le succès de toute l'enquête repose désormais sur les épaules du docteur Andreessen. Il devait trouver rapidement des traces de poison, sinon le meurtrier présumé Efren Saldivar resterait en liberté. Des détectives de Glendale ont exhumé les corps de personnes qu'ils soupçonnaient d'avoir été assassinées dans un hôpital de la région. Un laboratoire a détecté des traces d'un médicament paralysant dans l'un des corps. Mais le médicament avait été légitimement administré par l'hôpital. Ils ont identifié un tueur en série présumé, mais n'avaient encore retrouvé aucune de ses victimes. Lorsque le docteur Andreessen a commencé à avoir des résultats, les enquêteurs ont pu espérer. Sarah Askari et Linda Charowski. Les résultats sont accablants, a-t-il déclaré à la police. Il a trouvé d'énormes quantités de pavulons dans les poumons, reins, vessie, tissus cardiaques, foie et cerveau de ces femmes. Les enquêteurs disposent enfin de preuves matérielles irréfutables confirmant les aveux de Saldivar. Ils étaient prêts à arrêter Saldivar pour 3 chefs d'accusation de meurtre, mais les enquêteurs voulaient s'assurer qu'ils avaient réuni toutes les preuves possibles. Les exhumations se poursuivent. Le pavulon est apparu chez 3 autres patients. Rohr et Agatha, Eleonora Schlegel et Myrtle Brower. 6 des 20 corps exhumés présentaient des traces du médicament paralysant. En avoir juste un, c'était déjà un coup de chance. Mais on en était à 5, 6. Nous commencions à nous dire que nous tenions l'un des plus grands tueurs en série de tous les temps. Il pouvait désormais accuser Saldivar de 6 meurtres. Le procureur voulait s'assurer qu'il n'y avait pas d'autre explication pour la présence de pavulons sur les cadavres. Pour consolider leur dossier, les détectives ont obtenu tous les dossiers médicaux disponibles pour les 6 patients, en remontant leur vie entière. Ils les ont épluchés pour trouver du pavulon. Les antécédents médicaux montraient qu'Eleonora Schlegel avait reçu du pavulon à 2 reprises en 1983 et 1984. À part elle et le premier patient, aucun des autres n'avait jamais reçu de pavulon dans le cadre d'un traitement médical légitime. La seule explication à la présence de pavulons dans leur corps est la seringue magique de Saldivar. Les inspecteurs pensaient disposer d'un dossier solide, mais leur optimisme n'était pas partagé par le bureau du procureur. Il avait reçu des nouvelles décourageantes. La plainte pour mort suspecte déposée par la famille de John Schwartz avait été rejetée. Le juge avait invoqué un manque de preuves. Le verdict a aiguisé les craintes du détective. Ils sont retournés examiner les dossiers de tous les patients de l'hôpital. Les 450 lits, occupés pendant les nuits, où les 6 patients sont décédés. Ils voulaient s'assurer que Saldivar ne soignait pas quelqu'un d'autre au moment où il était accusé d'avoir commis un meurtre. Il aurait pu être présent à chaque meurtre. Après des années de recherche, les enquêteurs ont finalement rassemblé assez d'éléments pour procéder à une arrestation. Le 9 janvier 2001, les détectives sont partis ensemble dans des voitures banalisées. La police n'avait pas lâché Saldivar d'une semelle. Il savait ce qu'il faisait à chaque minute de la journée. Il l'attendait à l'heure où il partait au travail ce matin-là.
Alors qu'il sortait de chez lui, les policiers se sont lancés à sa poursuite. Deux ans et demi se sont écoulés depuis les aveux de Saldivar. Ils y étaient presque, mais ils devaient attendre le bon moment pour arrêter le tueur en série. Ils n'avaient aucune idée de la façon dont il réagirait. Et ils ne pouvaient prendre aucun risque. Lorsque Saldivar s'est engagé sur une route déserte, ils sont passés à l'acte. Les mains par la fenêtre, tout de suite. Les deux mains. Éteignez le moteur. Jetez les clés par la fenêtre. Il ne s'est pas défendu. Descendez de la voiture. Descendez lentement de la voiture. Tournez-vous. Ne me regardez pas. Main en l'air. Le meurtrier de victimes sans défense est désormais lui-même sans défense. Restez à genoux et ne bougez plus. Gardez les mains derrière la tête. Fuchsia a passé les menottes à Saldivar. Peu de policiers peuvent dire qu'ils ont arrêté un tueur en série au cours de leur carrière. Et, vous savez, à de nombreuses reprises au cours de l'enquête, j'ai pensé que cette affaire n'irait nulle part. Il y a eu beaucoup de frustration et on se disait que ce jour ne viendrait jamais. Et lorsqu'il est enfin arrivé, de pouvoir lui passer les menottes, c'était une bonne sensation. C'était un sentiment de satisfaction. Saldivar est arrêté. Alors que les inspecteurs lui lisent ses droits, le long périple des enquêteurs pour capturer Saldivar s'achève enfin. Si vous répondez aux questions maintenant, en l'absence de votre avocat, vous pourrez changer d'avis à tout moment et demander la présence de votre avocat avant de répondre à toute autre question. C'est compris? Saldivar avait ôté la vie à d'innombrables patients. Pendant 9 ans, il n'avait jamais été inquiété. Mais ce jour-là, la loi allait lui demander des comptes. Les policiers espéraient alors découvrir les raisons qui l'avaient poussé à tuer. Les inspecteurs amènent Saldivar au poste pour l'interroger une dernière fois. Il était dans la salle d'interrogatoire. Quand il est entré, nous n'en étions plus à lui demander s'il l'avait fait. Nous savions qu'il l'avait fait. Prochaine étape. Nous voulons savoir pourquoi. Voyons si nous pouvons mettre un terme à cette affaire et peut-être éviter d'exhumer 20 autres corps et de perturber la vie de 20 autres familles de victimes. L'inspecteur McKillop a dit à Saldivar que 6 de ses patients avaient été testés positifs au pavulon. Je lui ai juste dit, c'est fini. Nous voulons savoir pourquoi vous l'avez fait, pas si vous l'avez fait. Vous savez, si vous allez nous raconter ces balivernes, autant mettre un terme à cette conversation. Il a dit, vous savez, d'une voix très basse, très discrète. Il a simplement dit qu'il l'avait fait à cause de la charge de travail. Trop de patients et trop de travail. Et il le faisait pour avoir moins de monde à traiter. Mais cette seconde confession contredit la théorie du psychologue de la police, Chris Mohandy. Au cœur de son être, il ressent une sorte de sentiment profond d'inadéquation ou d'infériorité auquel le meurtre remédie. C'est le pouvoir que l'on ressent, la toute-puissance que l'on ressent en contrôlant la vie et la mort, qui pousserait à faire ce genre de choses. L'omnipotence, le contrôle de la vie et de la mort, est l'antidote parfait pour une personne qui se sent insignifiante. Peut-être mal aimé, impuissant, incontrôlable. Quel meilleur moyen d'exercer un contrôle que d'avoir la maîtrise ultime de la vie et de la mort, d'être presque un dieu. Les détectives ont appelé les familles des victimes de Saldivar. Elles ont été dévastées d'apprendre que leurs proches avaient été assassinés.
Mais avec l'arrestation de Saldivar, il allait enfin y avoir justice. D'après ses propres dires, Saldivar figurait en tête de liste des tueurs en série. Il a déclaré avoir tué sous l'effet d'une impulsion. Et après l'avoir fait, il n'y pensait plus. Pour Chris Mohanty, psychologue de la police, cette explication est logique. Je ne pense pas que Saldivar ait éprouvé un sentiment de culpabilité ou de remords. Je crois qu'à ce jour, il se sent justifié dans ce qu'il a fait, mais pas de manière mesquine. Il pense vraiment qu'il a été utile. Le bureau du procureur a commencé à constituer son dossier, selon le procureur Albert Mackenzie. La clé d'une affaire comme celle-ci consiste essentiellement à relier les points entre eux. Il n'y a pas un élément seulement qui va permettre de condamner l'accusé. Il s'agit de l'ensemble des circonstances. Il s'agit de tous les petits éléments de preuve que vous devez présenter à un grand jury ou à un jury. Selon le procureur Carla Kerlin, l'équipe de l'accusation était préoccupée par le niveau de détail scientifique qu'elle devrait présenter au jury. Dans ce cas, le dossier était peut-être trop technique et le jury aurait du mal à saisir le concept. Et en même temps, nous utilisions une technologie établie, qui n'était pas familière au grand public, mais nous l'utilisions d'une manière nouvelle. Un bon avocat de la défense en profiterait pour faire croire qu'elle est nouvelle, qu'elle n'a jamais été faite auparavant, qu'elle est expérimentale, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Lors de son procès, Saldivar a choqué tout le monde en plaidant coupable afin d'éviter la peine de mort. Larry Schlegel était présent dans la salle ce jour-là. Compte tenu de ce qu'il a fait à ma mère et aux 6 autres victimes nommées, et qu'il leur a injecté du pavulon. Le pavulon est l'un des médicaments utilisés pour administrer la peine capitale dans l'État de Californie. Je suppose que cela aurait été une justice poétique qu'il soit traité de la même manière. Le juge a condamné Saldivar à 6 peines à perpétuité et à 15 ans supplémentaires pour la tentative de meurtre sur Gene Coyle. Malgré les preuves accablantes de l'accusation, Albert Mackenzie a estimé qu'il était préférable d'accepter le plaidoyer de Saldivar. Toutes ces familles avaient besoin de clôture. Vous savez, si nous avions requis la peine de mort pour M. Saldivar, cela pourrait prendre des années. Et les personnes qui se souciaient le plus des victimes ne seraient peut-être plus là. Si nous pouvons aider les victimes à tourner la page, si nous pouvons condamner M. Saldivar à 6 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, et à une peine d'emprisonnement à perpétuité en plus, nous aurons fait œuvre de justice. L'hôpital a depuis renforcé ses contrôles, mais Bob Baker estime que Saldivar a causé des dommages irréparables. Cette institution était, dans une certaine mesure, un terrain de jeu pour Efren. Pour lui, la vie n'était pas sacrée. Il a violé cette institution. Je pense que le monde entier l'a perçu. Il existe des gens comme lui. Et qu'ils se sentent capables de faire ça est tout simplement indescriptible. Les enquêteurs ne connaîtront peut-être jamais le nombre réel de victimes de Saldivar. Les 6 meurtres qu'on sait qu'il a commis se sont produits au cours de sa dernière année à l'hôpital. Saldivar a tué des centaines de personnes. Et encore une fois, je me base sur ses propres dires, et en faisant le calcul, si nous en avions autant en une année. Et selon ses propres termes, l'année a été calme, il a dû tuer des centaines de personnes. Je sais que nous avons trouvé plus de 50 cas suspects au cours de cette dernière année de travail. Ce n'est donc pas comme si je le croyais sur parole. Je pense que notre propre enquête a prouvé qu'il a tué beaucoup plus que ce que nous avons pu prouver. Mais grâce au travail inlassable de la police et des scientifiques, on sait que cet ange de la mort ne fera plus jamais de victimes.